j'ai découvert des familles qui nageaient dans le bonheur. Mais littéralement, leur vie, elles étaient proches du vivant, elles étaient parfaitement conscientes du changement climatique parce qu'elles ont mis en place des modes de vie justement à cause de ça. Et pourtant, c'est une lutte qui se fait dans la joie. Elles n'enseignent pas du tout à leurs enfants que leur avenir est terrible. Au contraire, elles leur apprennent à être résilients, à être courageux et à chercher le bonheur n'importe où. Et en fait, ça m'a donné tellement de force de rencontrer ces familles. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Dans cet épisode, il ne sera pas question de couches lavables et de petits gestes pour réduire les déchets à la maison. Les familles que Charlotte Meyer a rencontrées pour son enquête publiée dans le livre Les enfants de l'apocalypse aux éditions Tana vivent dans des cabanes en bois ou des yourtes en paille, en Corrèze ou dans la forêt de Brocéliande, en autosuffisance, se soignent avec les plantes et consacrent une majeure partie de leur temps à l'instruction de leurs enfants, par l'expérience, la découverte et la connaissance de la nature. Plutôt que de leur transmettre l'éco-anxiété qui nous mine, c'est une démarche d'éco-optimisme qu'ils engagent en engageant toute leur famille à faire autrement, voire à désobéir. Charlotte Meyer a rencontré ses mères et ses pères qui refusent la société de consommation et pour qui faire des enfants est le meilleur moyen d'élever une génération capable de sauver notre planète. Dans cet essai, on découvre des familles discrètes dans leur rébellion pour qui désobéir, c'est résister et avancer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Marine. Alors, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Effectivement. Tu es l'invitée de l'épisode 70 de ce podcast et à l'époque, si on peut dire, tu attendais un enfant. C'est ça. Qui venait bousculer tes convictions d'écolo convaincu, engagé dans la revue Combat, etc. Donc c'est très intéressant de te revoir aujourd'hui pour la publication de ce livre. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter le point de départ de ton enquête sur ces familles alternatives, si je peux employer cet adjectif? Oui, alors je préfère justement alternative que marginal, c'est un terme qu'on emploie beaucoup et je préfère alternative. En fait, en 2021, j'étais partie en reportage itinérant, c'était l'après-Covid, je voulais faire quelque chose sur le temps long et dehors. Et le but, c'était d'écrire un livre sur les alternatives écologiques, mais au niveau local, donc dans tous les territoires français. Et 6 mois après être partie, je me retrouve enceinte. J'étais partie avec mon conjoint photographe et on avait tous les deux décidé qu'on n'aurait pas d'enfants parce qu'à force de travailler sur le changement climatique tous les jours, ça faisait pas envie pour l'avenir. On ne savait pas comment protéger cet enfant-là. Et il se trouve que quand je m'aperçois que je suis enceinte, le premier sentiment qui m'anime, c'est une bouffée de bonheur, quoi. Vraiment, je crois que j'avais jamais été aussi heureuse que quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Et ça a été tout de suite bousculé par le fait que, retour à la réalité, on avait dit non. Et donc à l'époque, je prends rendez-vous pour une IVG, parce que c'était ce qu'on avait décidé. Et ça a été 6 semaines très dures, parce que comme j'étais en zone rurale à ce moment-là, les IVG, ça se fait pas si rapidement que ça. Et je me suis retrouvée enceinte pendant 2 mois, à vouloir profondément cet enfant, alors que ma tête disait non. Et en fait, la veille de l'avortement, on a discuté avec mon conjoint et on s'est dit que c'était pas possible et qu'on voulait trop cet enfant pour y renoncer. Et en fait, c'est à partir de là qu'on s'est dit d'accord, mais du coup, l'angle du livre, il faut que ce soit ça. Bon, ça nous a un peu tombé dessus, mais on s'est dit, il y a forcément d'autres parents qui se posent la même question, ou de futurs parents, ou de personnes qui hésitent, et à l'opposé, des personnes qui ont fait ce choix d'avoir des enfants quand même et qui ont mis en place des modes de vie alternatifs. Et donc, on a décidé d'aller à la rencontre de ceux-ci pour répondre aux questions des premiers. Alors, en tant que mère, je pars un peu du général. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces rencontres avec ses parents et leurs enfants? Est-ce que tu as un souvenir précis à nous raconter? Alors, un souvenir précis, peut-être pas, mais en fait, quelque chose qui englobe beaucoup toutes ces rencontres. Tu as parlé d'éco-optimisme dans ton résumé. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a marqué au début. Surtout les premières rencontres que je faisais où j'étais enceinte de quelques semaines et j'arrivais en me disant « Oh là là, je vais avoir un enfant et même si je le veux, c'est terrible. » Et j'ai découvert des familles qui nageaient dans le bonheur. Mais littéralement, leur vie, elles étaient proches du vivant, elles étaient parfaitement conscientes du changement climatique parce qu'elles ont mis en place des modes de vie justement à cause de ça. Et pourtant, c'est une lutte qui se fait dans la joie. Elles n'enseignent pas du tout à leurs enfants que leur avenir est terrible. Au contraire, elles leur apprennent à être résilients, à être courageux et à chercher le bonheur n'importe où. Et en fait, ça m'a donné tellement de force de rencontrer ces familles. Et je trouve que même physiquement, tu me demandais un souvenir en particulier. J'étais partie à la rencontre de Delphine et Gurune. C'est un couple qui élève leurs enfants dans des paillourtes près de la forêt de Brocéliande. Et je me souviens de ce moment où j'ai vu arriver Delphine et qu'elle m'a subjuguée parce qu'elle était, je voyais une femme hyper forte, vraiment ancrée et j'ai trouvé ça fascinant et c'est quelque chose que j'ai retrouvé après dans les familles qui ont suivi.
Une grande présence de ces personnes. C'est ça, oui, je trouve qu'elles sont vraiment différentes et que cette manière de vivre leur a sans doute apporté beaucoup. Ouais. En fait, c'est une enquête initiatique que tu t'es offerte. Peut-être, il y a un gros côté spirituel qui en ressort aussi, je trouve que ça apprend à se connaître soi-même aussi. Ouais. Donc certaines de ces familles vivent dans une forme de désobéissance, on peut le dire, voire pour certaines dans l'illégalité presque. Comment elles assument les risques qu'elles prennent parce qu'on pourrait leur opposer mais vous avez des enfants, est-ce que on sait qu'il y a l'aide sociale à l'enfance qui est toujours derrière, qui vient faire des contrôles. Ces risques-là, comment ils sont assumés et expliqués quand tu leur parles? Alors c'est vrai qu'il y a notamment 2 familles en particulier qui habitent, par exemple, un habitat léger sur des territoires que normalement ils n'auraient pas dû construire et qui sont en instruction en famille. Donc l'ASE fait régulièrement des allers-retours. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est ça. Et même une famille où il y a un hélico, c'est la famille de Jonathan Attias et Caroline Pérez, où de temps en temps il y a un hélico qui est tourné autour de leur cabane. Ils ont peur, ils ne cachent pas que dans ces moments-là ils ont peur. Mais en fait ils croient tellement en ce qu'ils font, ils ont l'impression que ce qu'ils font c'est juste. C'est une sensation qui vraiment, c'est catégorique, ils ne se remettent pas en question sur la société le mode de vie qu'ils ont choisi, et pour eux c'est au contraire la société qui devrait s'adapter à ça, et il y a cette idée très forte que en fait, les lois ne sont pas forcément toujours justes, et que c'est à nous aussi d'œuvrer pour les changer. Il y a une vraie certitude, et ils ne peuvent pas faire autrement. C'est ça, et ils sont beaucoup dans le dialogue aussi, comme par exemple quand Jonathan Attias et Caroline Pérez reçoivent les gendarmes chez eux, et ils leur disent là on fait notre potager, mais venez avec nous et on en parle, et dans toutes les luttes que je rencontrais, c'est pas des luttes féroces et ils sont pas des guerriers. C'est ça, et ils sont vraiment dans le dialogue. D'ailleurs, il dit souvent que les gendarmes sont obligés de venir les voir, mais que bien souvent ils passent un bon moment et qu'ils disent désolé, c'est pas trop fait. Et que les gendarmes se disent que peut-être que leur place est peut-être ailleurs à ce moment-là, effectivement. Alors on parle de maternage proximal dans ce livre, je m'y attendais pas en l'ouvrant. On parle d'unschooling, c'est-à-dire déscolarisation, instruction à la maison. Donc le thème de l'éducation, de l'éveil et du soin de l'enfant occupe une grande place dans ton enquête. Quelles sont les différentes solutions que ces familles mettent en place pour élever et éduquer leurs enfants? À quoi elles cherchent finalement à les préparer, en opposition avec ce qui est proposé par la société et l'école publique? C'est quoi leur priorité? Alors, leur priorité, c'est ce qu'on appelle plutôt l'écologie intérieure. En fait, quand on parle d'écologie, la première chose auquel on va penser, c'est les déchets, tout ce qui est dans la nature, en fait, notre lien avec la faune et la flore. Mais pour eux, l'écologie, c'est beaucoup plus global. Et donc, ils vont mettre en place un mode de vie qui leur permet d'être ensemble et d'être bien ensemble. Et en fait, de préserver leurs relations entre les personnes aussi. Et ça, c'est très présent, que ce soit dans le maternage proximal, l'instruction en famille, le soin apporté à l'enfant. Le point central de tous ces fils-là, c'est passer du temps avec l'enfant et transmettre. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, ça vraiment aussi cette question, se pose cette question de à quel point on arrive encore à transmettre à nos enfants, alors qu'on doit les placer très tôt en crèche ou chez un assistant maternel à 2 mois, que l'école prend vite le pas, alors qu'elles, elles transmettent tout le temps. Mais surtout, c'est pas que l'éducation, apprendre à lire, apprendre à écrire, il y a un côté spirituel aussi, apprendre au niveau des croyances, sur les savoirs des parents qu'on va pas retrouver à l'école forcément, ça dépend des passions des parents aussi. Il y a des familles qui font de la permaculture avec leurs enfants, qui font leur propre miel, leur propre pain. Enfin, il y avait une vraie transmission des savoirs. Et oui, je pense que la solution part aussi de faire noyau. Alors, il n'y a pas de repli sur soi, ça c'est très important, mais ça part, la famille c'est un noyau où le principal c'est d'être bien ensemble, que le bonheur de tous soit préservé. Et ensuite, le reste suit. Avec une grande place sur l'écoute des émotions, l'acceptation des émotions, l'empathie. Et qui cette écologie intérieure que tu décris, c'est une façon d'être au monde et d'être avec les autres qui vise aussi à changer notre rapport aux choses, au monde. Et on parle du coup de guerre, de comportement, etc. Donc ça va beaucoup plus loin que la préservation de la nature. C'est la préservation du vivant et les liens du vivant. Donc c'est ça qui est... Ton livre va vraiment beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer et que le folklore que je décrivais sur les cabanes et les livres. C'est vrai qu'il y a une vraie spiritualité dans chaque personne que tu rencontres, par les plantes, par la médecine, par la transmission et avec tous leur façon de faire en fait. Ils sont pas en train de créer un système. Non, mais c'est ça qui était intéressant aussi, et j'ai voulu... on disait au début qu'il n'est pas question d'éco-gestes. Au début, je voulais pas du tout parler d'éco-gestes. C'était vraiment c'était catégorique pour moi, je voulais pas rentrer là-dedans. Je trouve que ça dépolitise trop le débat et qu'on en voit beaucoup des livres sur les éco-gestes quand on est parents. Et en fait, j'ai rencontré des familles qui étaient dans cet aspect-là plus éco-gestes, et leurs témoignages m'ont touchée, et du coup, j'ai vraiment voulu ouvrir. Et le but, c'était de présenter des profils socioculturels vraiment différents pour que tout le monde puisse piocher, s'y reconnaître un peu, et pas présenter une manière d'être écolo quand on est parent, parce que ça n'existe pas. Et tu le disais, loin de vivre repliées sur elles-mêmes, ces familles misent beaucoup sur les vertus de la communauté. On parle d'alloparentalité, du lien particulier entre enfants et adultes, où justement les âges ne comptent plus vraiment. Elle dessine en ça un peu une nouvelle façon de faire société, de remettre en avant le collectif. Avant de répondre un petit peu sur ce point, je voulais que tu me lises la page 73, parce que je trouve qu'elle est très intéressante. Tu vas vite voir de quoi il s'agit. Dans la maison de Jonathan et Caroline,
4 chambres. Chacun possède son espace et peut décider de faire chambre à part, sans attendre que ça aille mal, mais justement pour que ça continue d'aller bien. Une fois par mois, l'un des parents quitte la cellule familiale avec les enfants pour que l'autre puisse rester solitaire une semaine. De cette manière, le couple cherche à sortir du schéma traditionnel de la famille et essaye de réinventer une structure familiale adaptée aux êtres humains qu'ils sont. À leurs yeux, préserver cette famille est primordial pour opérer un renversement de la société. La famille, c'est la racine, explique Caroline. Si tu arrives à avoir de bonnes racines, tu peux avoir des branches autant que tu veux. Quand je pense à la famille, je ne pense pas seulement à nous, parents, enfants, je pense aussi à la tribu, au groupe d'humains qui va demeurer ensemble et auquel nos enfants vont avoir une appartenance. Le fait que nous vivions en collectif, qu'on s'occupe des enfants des autres et que les autres s'occupent des nôtres permet à tous ces enfants de posséder d'autres références, d'autres connaissances et d'avoir un environnement épanouissant. De cette manière, nos fils se sentent pousser des ailes pour accomplir ce qu'il faut accomplir aujourd'hui. La famille, c'est aussi un premier cercle de coopération et d'imagination, ajoute Jonathan. Voir comment on coopère au sein de notre famille et tous les imaginaires qu'on peut créer, c'est un socle important pour elle. Alors, cette notion de communauté, comment tu l'as vécue, comment tu l'as découverte? Qu'est-ce que tu as constaté sur ce que ça donnait sur les enfants, sur justement le fait que les parents ne sont pas toujours les seuls dépositaires de la responsabilité de l'éducation des enfants? Alors ça, c'est surtout très visible alors chez Jonathan et Caroline dont on vient de parler, mais du coup, pour donner un autre exemple, c'est chez Gurun et Delphine, où pour le coup, c'est un peu le même système, ouais, mais encore plus assumé, c'est-à-dire que Delphine et Gurun, donc ils sont ensemble, ils ont des enfants, mais ils vivent pas dans la même pailloute. Il y a Gurun qui a sa pailloute, qui est assez grande pour que de temps en temps, ils puissent y être en famille. Delphine a la sienne, et en fait, ils sont en garde alternée alors qu'ils sont ensemble. Mais c'est, voilà, chacun a son espace, chacun peut se ressourcer. Et il y a, je crois, 8 autres paillourtes sur le terrain. Et l'enfant, il zigzague entre toutes. Alors, il y a le charpentier, il y a Vaina qui est là toujours avec ses bouquins, en train de lire des livres. C'est des personnes qui ont des passions vraiment différentes. Et c'est très assumé. Et Gurun me disait, moi, mon enfant, son éducation ne m'appartient pas entièrement. Et il y a ce proverbe africain qui revient beaucoup, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et étant donné qu'en plus, c'est des enfants qui ne vont pas à l'école, ils savent très bien qu'il faut qu'ils apprennent les uns des autres et qu'en tant que parents, ils n'ont pas forcément toutes les clés ou tous les savoirs à donner. Et c'est assez joli parce que ça fait grande famille. Et il y a une autre famille qui, pour le coup, est assez différente. C'est Olivier et Livia qui vivent sur une colline près de Saint-Michel où vraiment, là, pour le coup, tu peux pas monter en voiture ou même à vélo. Voilà, faut être à pied. Ils sont presque cachés, eux. Ils sont vraiment cachés. Et il y a cette impression de l'extérieur qu'ils sont à la marge et qui vivent seuls, alors qu'en fait, même à ce niveau-là, ils arrivent à avoir un réseau. En fait, ils sont très autonomes, donc ils vont facilement troquer des choses. Par exemple, leur père va troquer des poireaux pour que leurs enfants prennent des cours d'équitation. Donc en fait, là, ils vont rencontrer d'autres enfants aussi, et c'est quelqu'un d'autre qui va transmettre. Et voilà, et en fait, même en ayant l'air d'être seuls, ils sont en lien avec énormément de monde. Ils accueillent des woofers pour faire la permaculture. Donc les enfants sont toujours en lien avec d'autres adultes, même dans ces cas-là. Justement, les enfants à qui tu as pu parler, qui sont en âge de s'exprimer, etc., est-ce qu'ils donnent leur point de vue? Est-ce qu'ils ont le choix parfois? Est-ce que leurs parents leur disent « est-ce que tu veux reprendre l'école ou pas ?» Qu'est-ce qu'ils te disent, les enfants, sur tout ça? Alors, les enfants les plus jeunes les plus jeunes en âge de s'exprimer, généralement, ils sont très bien dans ce mode de vie-là. Il y en a une, à l'époque, elle avait une dizaine d'années, qui me racontait qu'elle avait fait 2 jours d'école et qu'elle n'y reviendrait pas, parce qu'elle se sentait beaucoup plus libre dans sa manière de fonctionner. Il faut savoir que sa mère est c'est une ancienne institutrice suisse. Donc, c'est quelqu'un qui sait vraiment comment éduquer ses enfants. Et elle leur fait un emploi du temps très libre. Par exemple, c'est cette semaine, tu dois apprendre... tu dois lire ce bouquin et puis apprendre à savoir faire ce calcul. Et après, ils organisent leur temps un peu comme ils veulent. Mais souvent, c'est l'école, c'est le matin. Et puis, l'après-midi, ils courent dans la forêt, ils vont fabriquer des arcs. C'est du jeu, mais c'est du jeu où ils apprennent quand même à faire, mais c'est du savoir-faire plus artisanal. Et en fait, je crois que les enfants, ils adorent cette liberté-là, de se dire qu'ils peuvent apprendre vite, un peu quand ils veulent, et en jouant, quoi. Et on leur apprend malgré tout à lire, à écrire, oui, à suivre les programmes. Est-ce qu'il y a des tests obligatoires du coup dans l'instruction à la maison? Oui, c'est ça. Normalement, il y a un contrôle tous les ans pour vérifier que l'enfant est au point sur le programme. Et d'ailleurs, il y en a même une autre qui s'appelle Clélia, que j'ai interviewée à la fin de ce livre, qui vient de passer son bac, qui est en médecine, et elle a passé son bac à 16 ans en ayant été instruite en famille avant. Donc, je pense que ça marche pas trop mal dans certains cas. En général, ils passent les tests au la main, en tout cas dans les exemples que tu décris. Est-ce que certains de ces modèles que tu as approchés pourraient, selon toi, être généralisés, systématisés pour, dans 50 ans ou dans un siècle, être la norme? Ou est-ce que pour toi, c'est vraiment que des petites
société idéale indépendante qui ne peuvent pas s'appliquer à un grand volume de familles. Est-ce que tu as perçu la possibilité d'un monde différent dans certaines de ces communautés ? Alors, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on s'en inspire plus tard, parce que de toute manière, dans la société dans laquelle on va vivre d'ici quelques dizaines d'années, ce sera évident qu'il faudra qu'on change notre manière de faire et que vivre plus proche du vivant et réapprendre à savoir faire, ce sera plus une option. Donc il y a des choses qui deviendront essentielles. Chaque famille n'est pas forcément réplicable parce que ils partent vraiment de leur valeur à elles et de leurs besoins profonds. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait retrouver aussi. C'est-à-dire que demain, si chaque famille doit fonctionner de la manière dont elle l'entend, mais vraiment dans son cœur et en son âme profondément, peut-être que c'est de là que ça partira. Chaque famille ne pourra pas faire ça. Mais je pense qu'on peut s'inspirer même de petites choses et même, je pense que ça peut permettre juste des prises de conscience aussi sur le fait que, à partir du moment où des familles peuvent accoucher à domicile, faire l'instruction en famille, soigner leur enfant, ça peut aussi déclencher une prise de conscience qu'on est toujours capable de faire et qu'on peut se réapproprier des savoirs qu'on nous a un peu retirés et on se rend peut-être même pas qu'on les a. Accoucher à domicile aujourd'hui, c'est pas courant et quand on en parle, il y a même des femmes qui savent pas que c'est légal. Et je pense que ça peut permettre déjà ça, en fait, de se poser des questions sur soi, ce qu'on peut faire et ce qu'on voudrait savoir refaire. Est-ce que ces familles sont des pionnières selon toi ? Alors, c'est pas les premières à faire ça. Moi, ce que j'aimerais bien à travers ce livre, c'est qu'elles soient effectivement plus perçues comme des pionnières que comme des familles marginales qui sont parfois caricaturées comme éco-terroristes ou complètement repliées sur soi. Comment tu regardes, et je m'inscris dans la question, mais comment on peut regarder nos petits efforts du quotidien pour réduire le plastique, pour éviter le coton, pour éviter les trajets en voiture face à ces choix radicaux que tu montres dans cette enquête, ces familles ? Comment ne pas se sentir complètement dépassé ? Est-ce que ça nous enseigne malgré tout quelque chose, malgré notre petit niveau d'action ? Je pense pas qu'il faut opposer ces deux manières de faire de manière aussi radicale. Et justement, c'est pour ça que j'ai finalement choisi de mettre une personne qui était plus éco-geste dans ce livre, c'était Julie. Où quand je l'ai rencontrée, en fait, j'étais sur un forum de parentalité parce que j'avais peu d'amis qui avaient des enfants à l'époque, donc je fréquentais beaucoup les forums. Il y avait souvent des sous-groupes parentalité, écologie. Et je parlais beaucoup avec Julie, et à un moment donné, je lui ai parlé de ce livre, je lui ai dit, ça serait bien, j'aimerais bien avoir ton avis. Et la première chose qu'elle me dit, c'est, alors attention, moi je suis surtout bobo écolo, mais je vis pas sur une ZAD ou quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper beau et humble qu'elle le reconnaisse comme ça, parce que je me suis dit que ça voulait dire qu'elle avait conscience qu'en fait, la manière dont elle vivait était peut-être pas encore à la hauteur de la conscience qu'elle avait, mais qu'en tout cas, elle le savait. Et en parlant avec elle, je me rends bien compte qu'elle sait qu'elle pourrait faire plus. Elle a cette phrase à un moment donné où elle dit « Je sais que je suis pas encore assez déconstruite ». Et je pense que tous ces éco-gestes-là, en soi, ils se suffisent pas à eux-mêmes et que la plupart des gens le savent, mais ça peut être un premier pas aussi. Et que, en fait, dans tous les cas, se mettre au zéro déchet, éviter de surconsommer, etc., ça s'inscrit dans des habitudes qui vont devenir des normes dans une société plus écolo. Donc, c'est pas juste faire pour ne pas polluer, c'est faire parce que c'est juste. Et toi, dans ta propre famille, dans ta vie à toi, de journaliste, de militante aussi et de maman, est-ce que ça t'a donné envie d'aller plus loin ? Est-ce que ça a changé des choses ? Est-ce que ça a créé des projets ? Oui, alors déjà, je connaissais pas non plus tout ce qui était maternage proximal, etc. avant, et surtout pas dans une dimension écolo, donc ça m'a beaucoup appris Je vais à ce expliquer. niveau-là. Le maternage proximal, c'est appliquer le principe du cododo, du portage, de garder le bébé contre soi, l'allaitement, etc. C'est ça. Donc, par exemple, j'allaite encore ma fille qui a 2 ans et 7 mois. On est parti vivre dans les gorges du Verdon. Donc, c'est quand même assez isolé. On a un village rural en Alsace et je peux dire que c'est bien plus isolé. La première gare est à 2 heures de route. Donc notre fille, elle vit vraiment au milieu de la nature, quoi. Elle va se baigner dans le Verdon presque tous les matins, même si c'est l'hiver. Elle grimpe sur les rochers. Elle connaît le son des oiseaux et tout. C'est ça. Après, nous, la prochaine étape, là, on est un peu en train de lorgner, c'est qu'on aimerait bien vivre en habitat léger dans un hameau. Il y a beaucoup de communes en ce moment qui essayent de créer ce genre de choses. C'est-à-dire que quand ils ont un terrain, au lieu de construire un lotissement, ils vont essayer de se tourner vers des hameaux légers. Et voilà, on est un peu en train de prospecter vers là. Donc tu fais ton travail de journaliste en télétravail à distance et tu te déplaces un petit peu, ça fait. Et c'est ça. Et en fait, je fais tout avec ma fille. On est toujours dans cette logique de maternage proximal, c'est-à-dire que si je rentre en télétravail, elle est à la maison avec moi, ça se passe bien. Et en plus, au niveau des horaires, c'est assez flexible, donc on peut faire une randonnée entre midi et 2. Et sinon, quand je suis sur le terrain, elle est avec moi généralement. Elle a quel âge ? Elle a 2 ans et 7 mois.
Finalement, le message de ce livre, c'est de s'opposer à tous ceux qui disent que faire des enfants est un geste irresponsable dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu réponds maintenant, après cette enquête, sur l'idée que non, il ne faut plus faire d'enfants parce que la planète est surpeuplée? Alors moi, je peux toujours comprendre le discours de parents de personnes qui hésitent à devenir parents, justement parce qu'il y a ce contexte climatique-là. Les chiffres qui sortent chaque année, chaque mois, sont quand même assez terrifiants. Et en tant que journaliste, j'ai les yeux sur les chiffres tous les jours et je peux complètement comprendre ça. Maintenant, je pense que déjà, c'est assez évident que si demain on arrête tous de faire des enfants, ça va pas sauver la planète. Enfin, on va juste en profiter pour polluer encore plus en se disant que de toute manière, c'est la fin de l'humanité, donc autant aller jusqu'au bout. Et surtout, moi, je reste persuadée que la lutte écologique, ça doit se faire dans la joie. On nous dit souvent que l'écologie, c'est juste des sacrifices, et c'est un discours que je ne rejoins pas du tout. Je pense qu'il faut au contraire être heureux et au clair avec ce qu'on fait pour lutter, pour créer un nouveau modèle de société. Je pense aussi qu'un enfant, ça oblige à aller encore plus loin. Et surtout, en fait, c'est une lueur d'espoir, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si on fait des enfants, ça veut dire que tout n'est pas perdu et que peut-être on peut créer quelque chose de joli demain. Merci beaucoup Charlotte. Je te rappelle le titre de ton livre hyper inspirant, Les enfants de l'apocalypse, faire des mômes n'empêche pas d'être écolo, donc de Charlotte Meyer aux éditions Tana. Un grand merci d'être venue. Merci Marie. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.